l'objet, le sujet, pardon, vous m'entendez bien comme ça? Le sujet, c'est faire du Sahel un pays de cocaïne. C'est un titre provocateur. Mais c'est chez moi une conviction profonde. La photo représente un spectacle relativement inattendu. C'est un jardin maraîcher, dans lequel les paysans ont pris l'initiative de mettre des papayers. Et à mon avis, des choses comme ça, on pourrait en multiplier sur des superficies considérables à des prix tout à fait, en tout cas, dans des conditions tout à fait rentables. Bon, je vais donc passer rapidement sur des choses qui nous sont familières pour venir à la partie proposition. Donc des contraintes écologiques très sévères, nous les connaissons tous. Une croissance démographique sans précédent historique, nous le savons aussi. Mais nous savons aussi que jusque dans la fin des années 90 à peu près, on a cru qu'il y aurait une transition démographique, comme elle s'est produite en Amérique latine et dans pas mal de pays. Et cette transition démographique, elle n'apparaît pas. Donc on va avoir la cohorte des enfants qui naissent à raison de 5 ou 6 par femme. Un rapide rappel géographique, et juste pour situer les grands espaces, en deçà de 400 mm, on se trouve dans des zones dans lesquelles ce n'est pas possible de cultiver de façon continue. Donc c'est des zones pastorales. Entre 400 et 900, on n'a pratiquement pas de possibilité de culture commerciale pour 2 saisons des pluies. Donc c'est principalement des cultures vivrières. Et au sud, au-delà de 900 mm, on a des potentialités de culture commerciale, donc en particulier le coton, mais aussi d'autres choses. Donc en fait, ces 3 grands espaces dont les caractéristiques écologiques, sociales et agraires sont totalement différentes. Bon, la population multiperdiste, tout le monde connaît ça. Des tendances très alarmantes pour les populations, on les connaît. Pour les ressources naturelles, on les connaît aussi. Et les grands défis ruraux, que je résume ici, nourrir sa famille et les citadins, donc là, éviter les crises vivrières, éduquer ses enfants, là je vais y revenir un instant, nourrir son bétail, lutter contre la désertification, gérer un terroir surpeuplé et lutter contre l'intégrisme. Alors je vais revenir, il y a plusieurs choses qui nous sont très familières ici. Éduquer ses enfants, c'est un sujet qui n'est pas familier aux agronomes, et c'est en étant proche des milieux des ONG qu'on a été amené, enfin plusieurs d'entre nous, à se rendre compte que le coût de l'éducation primaire, s'il n'est pas pris en charge par des activités productives rurales, c'est sans espoir que ça soit couvert par des fonds publics qui viendraient, on ne sait pas trop où, si vous voulez. Donc c'est l'agriculture qui permettra, c'est le développement agricole qui permettra de nourrir les enfants. Il y a un autre aspect encore plus concret et plus immédiat qui nous a sauté aux yeux, tout ceci en étant proche des ONG qui s'occupent de ça, c'est que quand les enfants vont à l'école, c'est que la cantine est ouverte et qu'il y a de quoi manger. S'il n'y a rien à manger à la cantine, les enfants ne viennent pas à l'école. Et l'approvisionnement de la cantine, c'est un sujet très sensible parce que les engagements de l'État qui couvrent à peu près la moitié des mois, en principe, ont de plus en plus de mal à être tenus. Et l'engagement des familles ne résiste pas aux années déficitaires du point de vue pluviométrique. Donc le fait, pour nous par exemple, de contribuer à ce que les productions vivrières locales assurent l'approvisionnement de la cantine, c'est un défi qui est tout à fait intéressant. Bon, lutter contre la désertification, c'est juste pour rappeler une idée très banale, mais qui n'est pas si banale que ça dans nos milieux, enfin dans les milieux habituels. La désertification au Sahel, ce n'est pas le désert qui descend, c'est le désert qui se forme sous les pieds des gens et des animaux. Bon. Nourrir des enfants de plus en plus nombreux, donc je passe pas là-dessus. L'école, je viens d'en dire 2 mots. Nourrir les villes, c'est relativement simple. Pour le moment, entre les 4 pays sahéliens qui nous concernent, la population rurale représente entre 80 et 60% de la population totale. On est proche de 50, je crois, au Sénégal. Si vous voulez. Bon. Mais si rien que simplement en déplaçant le curseur, en tenant compte des accroissements de population, et même en restant dans ce même rapport de nombre de personnes à nourrir en ville par rapport aux personnes qui sont à la campagne, on a des défis considérables. Bon. Nourrir son bétail. Je voudrais juste souligner ici
que dans ces espaces sahéliens, il y a très peu de bovins résidents, c'est-à-dire des agriculteurs éleveurs. La majorité des bovins qu'on voit sont des ovins qui sont en transhumance. Et le reste, c'est essentiellement du petit bétail, des chèvres, des moutons et un peu de volailles. Bon, on reviendra sur les volailles dans un moment d'ailleurs. Bon, la tendance lourde de la réduction des jachères, c'est bien connu. Et du coup, la réduction de la superficie disponible en jachère par ruminant et des conséquences sur le ruissellement, les conséquences de cette désertification, ruissellement et dégradation en amont et en aval. Cette question maintenant de la densité de population, je voudrais juste m'arrêter un instant là-dessus, c'est une question qui n'a jamais soulevé de notre part un intérêt majeur dans les années 80, 90, etc. Et ce graphique qui a été fait dans les années 80 faisait une projection dans les années 2020, ce qui était déjà à l'époque tout à fait en dehors des normes, comment dire, habituelles de raisonnement. Et il met en évidence qu'il y a beaucoup de zones rurales où dès 2020, on se retrouverait avec des densités de population qui approcheraient 100 habitants au kilomètre carré. De surcroît, si vous projetez la démographie jusqu'en 2050, vous multipliez tout ça par 2, on risque d'avoir beaucoup de zones rurales à 100 habitants par kilomètre carré ou à 200 km habitants par kilomètre carré. Conséquence pratique à laquelle nous avons insuffisamment réfléchi, 100 hectares, 100 habitants par kilomètre carré, ça fait 1 hectare par habitant, ça fait 2 hectares par actif. Et si vous voyez la configuration réelle de la morphologie, des terroirs, etc., on est très loin d'avoir 100% des hectares qui sont cultivables et hautement productifs. Donc on a un défi qui est à la fois de concentrer les efforts d'intensification là où elle est possible, et d'autre part, de raisonner l'aménagement du territoire en fonction de ses potentialités et de ses situations agraires. Question à laquelle je pense que au moins ma génération, et peut-être moi tout seul, j'en sais rien, mais on n'a pas suffisamment réfléchi. Voilà, les densités rurales très élevées, elles sont déjà atteintes dans certains endroits. Plus on va vers le nord, plus on se trouve dans des zones qui étaient anciennement cultivées parce qu'elles étaient très arborées. Si elles étaient très arborées, il y avait beaucoup de CTC. Donc les zones les plus peuplées ont été à l'origine des zones dans lesquelles elles étaient en dehors des savanes denses. Bon, c'est pour ça qu'on trouve les plus fortes densités de population plus on s'élève vers le nord, ce qui, accessoirement, nous rapproche de la frontière du Mali et du Niger. L'insécurité vivrière, on a déjà eu l'occasion d'en parler plus ou moins. Déficit nutritionnel, ça c'est une situation très sérieuse à laquelle enfin c'est un défi considérable, le défi du manque de protéines et d'acides aminés, etc. Et cette menace du Sahélistan que nous connaissons tous et que notre ami Serge Mikhailov, qui est un ancien de cette maison, a largement développé par ailleurs. J'en viens, bon, et donc aux questions qu'on pouvait se poser, c'est-à-dire que le temps des paysans, c'est-à-dire le temps des processus, et pas celui des institutions. Et les institutions se sont très rarement posé le problème à des échelles de temps pertinentes par rapport au processus en cours. C'était ça le problème institutionnel. Bon. Alors les motifs d'espoir. Des initiatives très prometteuses qui sont apparues grosso modo dès les grands épisodes de sécheresse des années 75-80. Il y a eu un effort considérable qui a été fait par à la fois des ONG, les États et des organisations paysannes, et qui se sont traduits par des kilomètres de cordons pierreux et de dispositifs pour économiser l'eau. Et la généralisation de ce qu'on voit dans la partie supérieure, c'est-à-dire le zaï manuel. Le zaï manuel permet, en faisant des cuvettes réalisées à la main, d'avoir une possibilité de recueillir de l'eau et donc de limiter le ruissellement. Autre circonstance qui a été une découverte inattendue, si vous voulez, c'est que dans ces mêmes cuvettes de zaï, si vous avez des graines de plantes pérennes qui germent et que les animaux ne viennent pas les bouffer,
et qu'il s'agit d'un champ qui bénéficie d'un droit foncier prioritaire, que si vous voulez, vous pouvez avoir effectivement cette régénération qu'on constate ici, en bas à droite. C'est une quinzaine d'années après, ou une dizaine d'années après les débuts des aménagements. Et la photo de gauche, qui est prise juste à côté, c'est le même type de sol, sans qu'il y ait eu ces travaux d'aménagement. Un autre exemple d'aménagement au Mali. Une autre conséquence de ce qu'on a observé pendant cette période, c'est les gens se sont mis à conserver leurs ressources fourragères. Avec une conséquence indirecte qui n'est pas mineure, c'est que ce qui restait sur les champs est parti pour aller dans les étables, si vous voulez. Donc avant, on avait très fréquemment des résidus de récolte qui restaient sur les champs, qui pouvaient jouer un rôle écologique non négligeable. Et maintenant, tout ceci part à l'étable et les sols restent complètement nus, puisque le bétail de passage se charge de prendre tout ce qui reste. Donc du coup, on s'est posé la question à partir de, mettons les années 2000, d'alternatives agroécologiques par rapport à ce qui constituait les normes, c'est-à-dire le labour et les engrais et les variétés améliorées. Bon, alors, les limites de la révolution verte, je les rappelle, mais enfin, je ne sais pas le sont familières, dans des sols où la capacité d'échange cationique est très faible, ils sont par ailleurs peu profonds, la capacité de retenir des engrais est très faible. Si vous ne les mettez qu'en une seule fois pour l'ensemble des besoins de la culture, vous perdez à peu près 80% de ce que vous avez épandu dans les 3 semaines qui suivent la mise en culture. Et deuxièmement, et ça c'était une bagarre intellectuelle qui n'est d'ailleurs peut-être pas finie, le labour avait 2 inconvénients. Le premier, c'est de perdre une pluie. Donc on utilise la première pluie pour labourer et la deuxième pour semer. Donc on perd une pluie. Et la deuxième, qui est apparue alors un peu avant dans les réflexions du CIRAD, dans les années 80, dans les sols tropicaux, vous retournez le sol, vous l'aérez, et vous créez une activité biologique qui est beaucoup plus élevée, et vous dégradez beaucoup de matière organique. Donc il faut éviter de labourer le sol et trouver des alternatives à ça. Bon, et donc dans cet esprit, on a priorisé les actions dans 4 directions. L'eau, donc ne pas perdre une goutte d'eau, lutter contre le ruissellement et optimiser le stockage et l'usage. Deuxièmement, la matière organique des sols, éviter d'en perdre et en reconstituer le plus possible. Donc limiter les brûlis, favoriser l'utilisation de fumier de compost et favoriser l'agroforesterie. Troisièmement, optimiser les potentialités représentées par les bionutriments, l'azote par la fixation biologique et les phosphates grâce, entre autres, aux trichodermes sur lesquels on reviendra. Et quatrièmement, la lutte contre les maladies ravagères avec une plus grande biodiversité cultivée, des variétés résistantes et des pratiques de biocontrôle. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, dans la pratique? C'est beaucoup d'aménagements hydro-agricoles qui ont été réalisés pendant cette période. Ça, c'est des petites retenues pas très importantes, qui sont de l'ordre de quelques hectares, des aménagements de bas-fonds et des créations d'espaces dédiés aux cultures maraîchères dans ces espaces-là. Et ensuite, et c'est là ce qui a constitué un élément important de cette innovation, une autre façon d'aborder le travail du sol, c'est-à-dire par grattage, ou plus ou moins par un sous-solage très superficiel, ce qui a été rendu possible aussi par la mise au point par Jean Noll à la fin des années 90. Vous voyez que tout ça prend du temps, hein, d'un outil adapté à la traction asine qui n'existait pas avant. Donc c'est seulement à partir du début des années 2000 qu'on a pu se mettre à travailler sérieusement sur une alternative au labour et qui soit adaptée aux ânes, qui sont les animaux de traction les plus abondants dans ces zones-là. Alors effectivement, le fait de pratiquer ce travail de zaï dit mécanisé entraîne un carroyage, si vous voulez, qui a un double effet de freiner le ruissellement et deuxièmement de créer au croisement des 2 lignes un trou qui est beaucoup plus facile à réaliser manuellement.
D'où, au passage, une économie considérable de temps de travail. Zaï manuel, 300 journées par hectare et 40 seulement en... Non, c'est des heures, pardon. 300 heures et 40 dans l'autre cas. Et vous voyez là les effets du zaï mécanisé en amont du cordon pierreux. C'est du sol nu non travaillé, donc ça ruisselle entièrement, donc il n'y a pas de culture. À droite, c'est du zaï manuel, et à gauche, c'est du zaï mécanisé. Bon. Alors, on s'est mis parallèlement à travailler sur la question de l'amélioration des composts et de les enrichir grâce à une collaboration avec une ONG qui existait localement, qui était l'ARFA, qui travaillait là-dessus depuis 1995. Et il s'est avéré, à l'usage et dans les pratiques, que c'est les femmes qui se mettent le plus volontiers des formes d'organisation pour fabriquer du compost. La troisième alternative qu'on a pu faire apparaître assez récemment, c'est d'enrober les semences de façon à pouvoir réaliser du semis en sec sans que les oiseaux ni les fourmis ne viennent les bouffer. Et ça, c'est un enrobage qu'on peut faire au village, très simplement, avec simplement du sol un peu plus riche en argile. Bon. Alors ça nous a donné des résultats potentiellement spectaculaires, puisque ça permet de multiplier par 6 la productivité du travail, et donc de contribuer à la sécurité alimentaire et de développer le petit élevage villageois, sur lequel on reviendra. Des estimations de rendement sont donc des estimations qui sont des moyennes obtenues dans des conditions variables. C'est rien du tout de dispositifs expérimentaux. Mais par contre, il y a suffisamment de résultats derrière pour qu'on puisse l'affirmer sans trop d'incertitude. Quand on passe du zaï manuel au zaï mécanisé, on passe de 400 à 800 kg/hectare. La photo que vous avez vue en témoigne. Vous rajoutez du compost amélioré, vous arrivez à 1200, et vous réussissez votre semis en sec, vous arrivez à 1600. Comme par ailleurs, le fait de mécaniser vous permet de passer la superficie cultivée par actif de 0,6 à 1, à peu près, tout ça. Vous avez une productivité du travail qui n'est que de 240 kg en conventionnel, donc avec des risques très élevés. Enfin, on est dans l'insécurité vivrière à 1600 kg, où on dépasse largement le domaine de la sécurité vivrière et de l'alimentation du bétail. Mais la mise en œuvre de ça est extraordinairement besogneuse. Et c'est aussi des choses qu'on apprend quand on est directement en contact avec les gens qui font boulot, les paysans, les paysannes, etc. La fabrication et l'entretien du matériel agricole, je passe sur les détails, mais c'est assurer, quand on passe commande de 1000 cassines à 5 fabricants, on n'est jamais assuré qu'aucun des 5, la 200e qu'il aura fabriqué, sera l'équivalent de la première qui vous a remise, si vous voulez. Donc il y a vraiment un problème de suivi de qualité et pour eux de respecter des normes d'approvisionnement, de fabrication, etc., qui est un redoutable problème de sécurité. Le crédit collectif adapté, là aussi, on se rend compte dans la pratique que les outils institutionnels disponibles, qui sont en l'occurrence les caisses populaires d'épargne et de crédit, ont du mal à faire passer leurs exigences auprès des paysans. Le taux d'intérêt qu'ils considèrent très élevé, et qui est de 10%, et le fait de remettre une garantie qui, en l'occurrence, c'est pas plus que la carte grise d'une moto de la famille, mais ça, je vous assure, pour l'obtenir en garantie, c'est un travail qui n'est pas évident. La fabrication des composts, tout pose problème. L'approvisionnement, les disponibilités en eau, les disponibilités en paille, les disponibilités en résidus animaux, etc. Et donc, à s'assurer qu'une unité de compost vous fabrique tout au long de l'année du compost qui présente les mêmes qualités, c'est pratiquement impossible actuellement. Et deuxièmement, nous manquons encore d'outils simples au niveau des villages pour pouvoir caractériser les valeurs agronomiques d'un compost, est-ce qu'il est riche en azote, en eau, etc. Et voilà. Et puis, donc, il faut compter avec les aléas climatiques. Donc, ce n'est pas parce que nous avons ces solutions, je dirais à portée de main, qu'il faut penser que leur mise en œuvre va se faire facilement. Bon, alors,
comment dire, on accorde beaucoup d'espoir aux ressources biologiques des sols. Donc, d'une part, la fixation biologique de l'azote et donc l'amélioration des possibilités de cultures associées de niébé et de sorgho. Mais je vous assure que quand il faut faire passer ça dans la pratique, c'est un travail qui est extrêmement besogneux. Juste un exemple, que celui les pratiques courantes d'association, c'est qu'en même temps qu'on sème son sorgho, on jette des graines de niébé. Or, si vous voulez que votre céréale se développe comme il faut pas qu'elle soit concurrencée dans les premières semaines par une autre culture. Donc, en fait, il faut faire 2 cultures. Et faire 2 cultures, c'est pas du tout... Enfin, c'est un changement dans les pratiques redoutable. Les trichodermes. Alors, les trichodermes, c'est une option qui s'est offerte à nous il y a une dizaine d'années à peu près, parce que en France, les trichodermes sont d'abord ces champignons du sol filamenteux qu'on trouve partout et qui sont faciles à cultiver parce qu'on peut les faire en conditions de... C'est pas en milieu humide, quoi, si vous voulez. Donc, les risques de contamination sont plus faibles. Donc, la production de filaments de trichoderme est une production relativement simple et, je dirais, artisanale. Bon. Et ils ont des propriétés qui, en France, sont utilisées couramment parce que c'est des concurrents des champignons parasites des sols, les fusariums et autres, si vous voulez. Donc, c'est des auxiliaires précieux en matière de culture maraîchère. Bon. Il s'avère, et la littérature scientifique est très abondante à ce sujet, c'est très travaillé dans beaucoup de domaines et de pays, les trichodermes ont 2 propriétés potentiellement intéressantes qui nous intéressent. Premier, c'est que ça accélère la dégradation des matières organiques, donc des pailles et des composts. Donc elles sont susceptibles de mettre à la disposition des plantes, des racines des plantes, des éléments minéraux qui sont issus non pas des réserves du sol, mais issus des matières organiques que vous importez. Et la deuxième, c'est que c'est des précurseurs. Là, la dégradation des trichodermes forment des précurseurs des auxines et sont susceptibles d'avoir, c'est connu dans la littérature sur d'autres plantes, mais un effet favorable sur la croissance initiale des radicelles. Donc on est en train de travailler ces choses-là et on a des espoirs relativement solides. Donc on a des exemples, y compris chiffrés, du fait que quand on enrichit des composts avec des trichodermes, on a sur les niébés, par exemple, un développement végétatif qui est beaucoup plus important, une nodulation qui est beaucoup plus importante et potentiellement une production de graines plus importante. Et donc une option prometteuse sur laquelle on travaille en ce qui concerne les trichodermes, c'est celle que j'ai dit là concernant à la fois la dégradation des matières organiques et les précurseurs d'auxines. Et on a quelques résultats préliminaires qui sont très intéressants. Et si Dieu me prête vie, je donne rendez-vous dans 5 ans pour vous dire si effectivement ça a bien marché. Mais je crois que c'est potentiellement très, très utile. Bon. Alors, je passe. Tu es en train de me tirer les oreilles, non ? Encore, dans 5 minutes. Ouais, mais ça va, je suis à peu près bon. D'accord. Merci. Donc, tout ce que je viens de dire correspond aux espaces cultivés pendant la saison des pluies. Donc, grosso modo, les cultures vivrières, pour simplifier. Là, on va rentrer dans les espaces susceptibles d'être irrigués, donc, enfin, oui, arrosés, qui sont donc les jardins maraîchers. Il en existe déjà pas mal. Ça suppose des aménagements, des clôtures, etc. Mais ça n'est pas ruineux et c'est tout à fait rentable. Et puis, il y a un potentiel tout à fait important qui a été mis au point par les Israéliens d'irrigation au goutte à goutte, qui malheureusement a beaucoup de mal à passer dans les pratiques, mais enfin, le potentiel existe. Enfin, on a dans ces milieux clos la possibilité de faire de l'agroforesterie sans que les arbres soient bouffés par les animaux de passage. Et là, il y a des potentiels tout à fait intéressants et qui ont déjà des résultats connus, certifiés, etc. C'est d'une part de mettre des légumineuses arborées qui font très peu d'ombrage et qui forment des quantités importantes de nodosité et donc de l'azote. C'est des albizia et il y a plusieurs espèces très propices à ça. Or, il se trouve que dans cette géomorphologie singulière, enfin pas singulière, du
qu'on appelle le plateau Mossy, mais qui s'étend bien au-delà, c'est-à-dire que grosso modo, à mon avis, tout ce qui correspond à ce qui se forme sur le vieux socle cristallin donne à peu près les mêmes types de morphologie et à peu près les mêmes types de sol. Donc on va retrouver à peu près partout ces mêmes conditions qui fait que vous avez des réseaux de bas-fonds relativement denses. Et dans ces bas-fonds, l'eau n'est jamais très loin, ce qui facilite leur... et je m'empresse de dire que ce n'est pas le cas des autres zones géomorphologiques qui sont formées dans des conditions dunaires, de sol sableux, etc. Et en particulier, c'est le cas du bassin arachidier du Sénégal. Donc ce que je viens de dire là ne rentre pas dans le cadre du bassin arachidier. Et donc cette diversification des productions, je reviens un instant sur les périmètres maraîchers. Parmi ces arbres qu'on peut mettre, on peut mettre des arbres fourragers. Donc, mais c'est des arbres qu'il faut qu'on taille. Mais il y a 2 arbres d'origine américaine qui sont extrêmement utiles pour ça. C'est le Gliricidia sepium, qui est un vieil arbre familier, enfin un arbre familier d'Amérique centrale, pour ceux qui connaissent, et le Semenea saman, qui est originaire de Bolivie. Ils se sont très bien adaptés dans les conditions africaines. On les taille. Bon, donc c'est un travail de maraîcher, quoi, si vous voulez. Bon, enfin. Et vous avez 2 très importantes ressources fourragères. Donc, les ressources fourragères peuvent aussi provenir des périmètres maraîchers. C'est ce que je voulais souligner. Et à partir de là, vous avez donc un potentiel de production de grains, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, et de production de fourrage qui n'était pas disponible avant et qui est donc favorable à 2 choses, l'aviculture villageoise et l'élevage des petits ruminants. Et là, on tombe dans le domaine familier de nos amis d'AVSF. Et je rappelle, au passage, mais c'est quand même important de le garder en mémoire, que c'est les gens de VSF qui ont mis au point la santé animale de proximité, et grâce à laquelle on a la possibilité d'avoir, au niveau de chaque village, un auxiliaire villageois qui a été formé, qui a des produits, etc. Bon, et qui a permis de lutter très efficacement contre pas mal d'épisodes aussi. Bon. Donc c'est un acquis important de ces dernières années. Si vous mettez par-dessus des disponibilités fourragères ou avec des grains importantes, vous avez une vraie possibilité de diversification, dont l'exemple est donné ici avec les poulaillers traditionnels améliorés, qui est un des acquis importants de la VSF et qui fonctionne très bien sur une base soit familiale, comme ça, soit sur une base d'organisation principalement féminine d'ailleurs. Je rappelle que pour élever 30 poules pendant un an, il vous faut à peu près l'équivalent de 250 kilos de grains, donc à peu près ce qu'il faut pour une personne. Donc si vous avez un excédent céréalier qui correspond aux besoins de la famille, aux besoins des urbains, et que vous pouvez avoir en plus de ça l'équivalent d'une personne, vous pouvez envisager de vous lancer dans l'aviculture villageoise. Voilà. Et donc maintenant, je rentre dans la dernière partie, c'est la question que j'avais évoquée tout à l'heure à partir des densités de population. Vous avez des densités de population très élevées et il faut utiliser au mieux l'ensemble des sols disponibles sur les terroirs et au-delà sur les communes. Il nous faut donc des outils pour pouvoir examiner avec les populations ce que c'est que ces potentiels, à qui ils appartiennent et comment ça peut être géré au mieux. On a un outil pour ça qui est relativement récent mais qui est très excitant. On l'a appelé la gestion agroécologique des terroirs, la cartographie participative. Donc, voilà une configuration rapide de cette diversité de la constitution des terroirs et qui apparaît sur les images satellites, par exemple ici, par le fait que vous avez cette végétation arborée qui accompagne un bas-fond. Et ça, vous trouvez l'image que je vous ai donnée plus haut d'une commune, vous trouvez ça dans toutes les communes pratiquement. Donc ça représente un potentiel important. D'ailleurs, la photo de mon bouquin est issue d'un périmètre qui a été créé là-dedans. Bon. Vous vous mettez après avec les outils de ça, c'est à la fois, je ne dirais pas que c'est simple, mais c'est des images satellites qui sont maintenant disponibles et qu'on peut avoir à coût nul via les moyens de la recherche, et qui vous permettent d'avoir des images au 5 millième d'une extraordinaire précision. Et quand vous mettez ça sous le nez des paysans, ça parle, parce qu'ils reconnaissent les quartiers,
les maisons, etc., etc. Donc c'est un vrai outil pédagogique. Vous prenez un GPS, ça coûte rien. Une moto, ça coûte pas grand-chose. Et je rajoute, ça se trouve pas de la même façon, un géographe. Bon. Mais des géographes maintenant, contrairement à il y a 20 ou 30 ans, des géographes burkinabés ou maliens ou sénégalais, il y en a. Et avec eux, c'est un plaisir de travailler parce que vous les mettez sur une moto avec eux. Et puis, par exemple, ils nous ont fait ce que je vais voir s'il ne va pas être ici. Enfin non, bon, non, c'est pas grave. Cette simple question, quelles sont les limites du terroir? Bon, qui est une question qui est pas c'est une question qui est simple à formuler et qui n'est pas du tout évidente à apporter une réponse. Et donc là, avec les outils dont je viens de parler, c'est pas très compliqué. La géographe dont je vous parle, elle a fait ça en 2 jours pour un terroir qui fait une trentaine de kilomètres carrés. Bon, voilà. Donc voilà, nos grands outils qui fondent nos espoirs, c'est des potentiels concernant les cultures vivrières, donc de saison des pluies, des potentiels concernant les ressources de culture maraîchère et, disons, globalement, des périmètres irrigués. C'est tout ce qu'on peut en découler en matière d'élevage et de diversification. Et enfin, ces outils de cartographie participative pour avoir une façon d'aborder la gestion territoriale avec des outils commodes et à la portée des gens. Alors, je terminerai simplement. Les obstacles institutionnels à cette... Voilà, il y a des obstacles sociologiques et culturels que nous connaissons tous, que je rappelle, c'est les droits fonciers historiques, qui sont ceux pratiquement des familles fondatrices, c'est le droit de hache, quoi, si vous voulez. Bon. C'est la veine pâture, on en a parlé aussi, et je rappelle aussi au passage que c'est une différence radicale avec l'Amérique latine. L'Amérique latine, tout est enclos, et en Afrique, rien n'est enclos. Donc faut pas croire qu'on va trouver des solutions adaptées aux paysans sortant d'Amérique latine comme ça. Il y a des choses qui sont spécifiques au monde africain. Et enfin, la place des femmes dans ces sociétés que nous connaissions, mais qui est en train d'évoluer. Et ça, je pense que c'est un facteur auquel il faut qu'on soit très attentif. Les obstacles institutionnels, on les connaît tous. C'est la prébende. Dès qu'il apparaît une certaine somme quelque part, il y a des gens qui commencent à envie de savoir comment en prendre une partie. L'enseignement professionnel agricole, qui est absolument pas adapté aux conditions d'une formation des jeunes paysans, localement, et il y a des pratiques novatrices. Et puis, ce que j'évoquais plus haut, si vous voulez, c'est l'incapacité à faire de la prospective. C'est-à-dire, chacun est prisonnier de ses agendas. Les agendas politiques, ou les agendas de l'institution, ou les agendas des entreprises, il faut rendre des comptes, etc. Et aucun de ces agendas n'est adapté à réfléchir à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Or, c'est ça qu'il faut faire. Alors, ce qui est en train de se passer, et qui est très intéressant, c'est l'apprentissage de la citoyenneté locale. Donc ça a commencé au Sénégal, qui a 40 ans d'avance sur la constitution des communes rurales, et ça commence ailleurs, et c'est... Bon, je n'insisterai pas là-dessus, c'est un autre métier, mais qui est particulièrement passionnant. Voilà, et donc, à l'issue de tout ça, il y a quand même, sur cette incapacité qu'ont eu les institutions à voir suffisamment loin, il y a des questions que je me pose, moi, en tant qu'agronome blanchi sous l'harnais. Germaine Tillion avait envoyé en 1958 un message très clair concernant la clochardisation des paysans des Aurès, qu'elle avait constaté. Schumacher a écrit dans les années 80 un bouquin qui s'appelait « Small is Beautiful », dans lequel il donnait des recommandations très intéressantes sur les conditions dans lesquelles on peut investir dans des milieux pauvres. Il y a eu une décision institutionnelle qui nous a tous passé sous le nez, et ça c'est vrai qu'on ne peut rien y faire, c'était dans les années 80, la biologie délaissée au bénéfice de la génomique et de la chimie, 3 cas singuliers mais qui ne sont pas passés par hasard, le labo des sols de l'Agro, le labo des sols de l'INRA et le labo des sols de l'Institut Pasteur ont tous fermé leurs portes à peu près en même temps, à la fin des années 80. Et puis enfin, quelque chose sur lequel on pourrait éventuellement revenir, qui est au cœur de notre métier d'agronome, dès qu'on est intéressé aussi par la vulgarisation et pas seulement par la recherche, c'est cette espèce de schéma inoxydable qu'on trouve partout,
Le savoir sort de la tête des chercheurs, il est transmis par des mécanismes un peu incertains d'ailleurs à des gens qu'on appelle des vulgarisateurs, et c'est eux qui les transmettent aux paysans. Bon. Ce mécanisme, je souhaiterais qu'il soit, au moins dans les milieux défavorisés, une bonne fois dynamité pour qu'on reconstruise autre chose. Voilà. Merci.